docteur Afif Mouad. Monsieur Mouad, bonsoir. Bonsoir, cher Jawad Rostom. Ça va? Très bien, merci. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup pour votre chaleureuse invitation. Très ravi d'être là aujourd'hui. Merci à vous de l'honorer. Vous êtes docteur en littérature française, chercheur autonome en analyse du discours, par ailleurs enseignant au collège et une corde de plus à votre arc. Vous êtes romancier puisque vous signez un premier roman qui s'intitule L'énarque et qui va être l'objet de notre découverte ce soir. Merci encore, docteur Mouad, d'être parmi nous. Avant de vous remercier, cher Rostom. Et je vais parler d'art romanesque et d'art poétique. Et l'art poétique ce soir est brillamment représenté par le poète et photographe, car en guise de symbole, nous aurons aussi l'art plastique à l'honneur. J'ai l'immense plaisir de vous présenter Mohamed Mahioud. Monsieur Mahioud, bonsoir. Bonsoir monsieur, tout plaisir pour moi. Merci d'être parmi nous. Vous êtes poète et photographe, comme je le viens de le mentionner. Vous êtes auteur de plusieurs poèmes publiés dans plusieurs anthologies. Et en 2022, vous publiez un recueil qui s'intitule Autre débâcle et qui va être l'objet de notre examen ce soir, entre autres cordes que vous aussi vous avez à votre arc. Et puisqu'il est question de cordes et non plus d'arc mais de lyre, nous allons ouvrir le débat avec le lyrisme et la poésie, si vous le permettez, avec ce recueil au titre un petit peu énigmatique, Autre débâcle. Et d'emblée, quand on arc, vous aussi, vous opérez beaucoup d'innovations sur le plan stylistique, sur le plan de la narration aussi, qui Éclaté. Oui, éclaté, qui n'est guère linéaire, et sur le plan aussi de toute une galerie de personnages, peints par touches successives, justement, pour, il me semble, établir une sorte de contrat de lecture où il ne s'agira pas, justement, comme on en parlait hors antenne avec M. Mahioud, excusez-moi, il ne s'agira pas d'une lecture distraite, fast-food, mais de se plonger véritablement dans le corps du roman. Vous savez, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, avec ce que tu dis, cher Rostom. J'aimerais, avant de répondre à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices, rebondir sur ce que disait à l'instant notre cher poète que j'ai connu aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir d'être avec vous, cher poète, aujourd'hui. Monsieur Mahioud, en parlant, et je vais rebondir bien évidemment sur l'énarque aussi, Bien sûr. j'ai eu des échos de Gaston Bachelard. La politique de l'eau, la politique de la terre, du feu. Ouais. Donc, notre cher poète, il s'inscrit dans cette dynamique, et à la fois réflexive, et à la fois poétique, mais aussi textuelle. Bon, je n'ai pas les moyens de porter une critique, vu que je n'ai pas encore lu votre ouvrage, mais je prendrai un malin plaisir à le faire. Et je rebondis sur l'énarque, disons que cet ouvrage, c'est un premier roman, c'est une tentation, une tentative, et à la fois un essai. C'est pour cela que je suis allé par exemple dans les sentiers de cette narration éclatée, un peu à la manière de Kateb Yassine, un peu à la manière de ces auteurs qui aiment jouer avec leur lectorat, leur lecteur. Donc, à un moment donné, c'était peut-être un pari fou au départ, mais je sais que je débute, on va dire sur le circuit, disons-le comme ça, nommons les choses, mais j'ai voulu écrire d'abord un roman pour moi. J'ai pensé au lecteur, bien évidemment, mais j'ai voulu écrire quelque chose pour me dire que, voilà, je pouvais le faire, je pouvais offrir quelque chose au lecteur francophone, qu'il soit d'Algérie ou d'ailleurs, pour justement sortir un peu de ces sentiers battus, de cette linéarité littéraire qui parfois constitue notre littérature. Donc ça, c'est pour rebondir sur votre propos concernant la narration. Maintenant, pour les personnages, l'énarque est une fresque. C'est-à-dire, à un moment donné, il fallait absolument que mes personnages soient, je ne vais pas dire réels parce qu'ils sont imaginaires, mais qu'ils renvoient à une certaine réalité vécue. Une réalité historique, une réalité sociale, une réalité aussi poétique, parce que le travail sur le texte, il importe beaucoup dans ce livre, qui est certes un premier roman, mais dans lequel on peut retrouver par exemple des néologismes. J'ai effectué un travail sur la langue, et pour essayer justement sans trop être éclectique, mais en pourvoyant mon texte d'une certaine, on va dire,
voilà, d'une certaine richesse, voilà, votre modestie vous empêche de dire voilà, le nom, une richesse à la fois textuelle et intellectuelle. Le pari, c'était ça. C'était d'écrire quelque chose qui avait du sens, mais à la fois qui avait un haut degré, on va dire, de poéticité peut-être. C'est ton lecteur aussi d'en juger. C'est un simple avis voilà, d'un premier roman, pour être... oui, d'ailleurs, tous les deux, vous me faites penser un petit peu à cette phrase que je trouve géniale de Mohamed Dib dans la préface à Un été africain, où il dit, ici, Un été africain, qui lui aussi est un roman élaboré dans une structure inhabituelle, et il dit, la méthode ici consiste à faire confiance au lecteur. Voilà. Justement, il y a ce contrat. C'est un jeu de pistes. Je reviens aussi vers, vous avez dit tout à l'heure, un contrat, le contrat de lecteur. Je ferai appel à Umberto Eco, par exemple, qui parle d'un lecteur modèle. Moi, je n'ai pas de lecteur modèle pour un premier roman. Donc, le lecteur modèle, c'est celui qui saura déchiffrer, comme vous l'avez fait excellemment bien, toutes ces petites choses qui échappent parfois majoritairement au lectorat. C'est une affaire aussi de plaisir, parce que lorsqu'on lit quelque chose qui est trop facile, on a trop tendance à s'ennuyer, à chercher autre chose, à se dire que c'est un roman d'été. Lénarque, non. Il est dans... l'ouvrage, il est beaucoup plus dans... J'aime bien cet euphémisme, roman d'été. Oui. Ça change de roman de gare. Oui, mais quand je dis roman d'été, c'est généralement l'été, vous m'avez compris. À la plage, etc. Voilà. Donc, il faudra bûcher un peu, il faudra... voilà. Et justement, en vous lisant, on sent qu'on a affaire à déjà un grand lecteur, puisque vous investissez votre culture littéraire dans cet ouvrage. C'est capital aussi. Oui, des ombres tutélaires traversent tout le roman. Malik Haddad, Katib Yassine, Amin Berak, Mircea Eliade, Amin Malouf. Surtout Amin Malouf. On va y revenir, oui. Puisqu'il est au cœur de votre thèse de doctorat, on va y revenir. Et toutes ces ombres tutélaires traversent l'ouvrage. Et en même temps, dans la structure narrative, dans l'effort que vous faites, on sent qu'il s'agit aussi de s'affranchir de ces influences, de les intégrer en les dépassant justement pour trouver sa propre voie. On emprunte la voie des autres pour trouver la sienne. Certainement. C'est un écho. Ces auteurs-là, on les ressent, on a grandi avec. Par exemple, moi, ma première lecture, c'était Nejma, voilà, d'un coup, directement. Il y avait Nejma qui était dans la grande bibliothèque du salon familial. Alors, j'avais posé la question à ma mère, je lui dis, mais ce livre, il appartient à qui? Khatim Eli. Bon, j'ai lu, c'est Kateb Yassine Seki. Bon, c'est un auteur algérien, c'est l'un des meilleurs, c'est le meilleur. Bon, et ça raconte quoi? Mais lis. Bon, j'ai commencé à lire, peut-être j'avais 13 ou 14 ans, je n'avais rien compris. J'ai lu Nejma quelques années plus tard, et tout prenait sens comme ça. Et c'était, on va dire, peut-être la même chose pour d'autres auteurs. Pour Amin Malouf, non. Pour Malek Haddad, c'était beaucoup plus accessible. Mohamed Dib, c'était la grande école. Ce passage aussi d'une ethnographie de la littérature vers une littérature d'avant-guerre, puis vers une littérature de guerre, vers une littérature de révolution. Donc, ces auteurs-là ont marqué l'homme que je suis et de facto le jeune romancier. Donc, pour être direct, oui, cet ouvrage, il a ses influences, il a un ancrage textuel et on y trouvera aussi des traces d'une intertextualité patente. Certes. On y trouvera aussi une certaine allégorie, puisque comme premier roman, il s'agit d'un roman qui parle d'une quête d'un manuscrit. Voilà, on entre un petit peu dans l'intrigue. Moi, j'ai toujours aimé, on va parler un peu de cinéma pour revenir à Lénarque. Moi, j'ai toujours aimé les films d'adaptation, c'est-à-dire les romans adaptés au cinéma. Et il y avait toujours cette scénographie qui s'installait voilà, chemin faisant. J'ai essayé de le faire à l'ENARC, je ne sais pas si j'ai réussi ou pas, c'est au lecteur et à vous vous-même
Oui, on se paraît un peu dans un film à la Buñuel. Voilà, et justement, ça m'a beaucoup aidé pour placer votre propos dans le sens de, voilà, il y a une certaine continuité, il y a une certaine visualisation spatio-temporelle, et ces auteurs-là marquent chacun avec des degrés différents un ancrage particulier voilà, dans la littérature universelle algérienne francophone. Alors on va explorer plus avant et l'intrigue du roman et les différents poèmes qui composent le recueil Autres débats. Cependant, avec votre aimable permission, nous allons d'abord opérer un petit musicien, et le mélomane, c'est une corde de votre arc que je n'ai pas mentionné en début d'émission, on y reviendra. Et c'est d'abord le musicien des mots qui nous intéresse avec votre roman, Dr Afif Mouat, Les Marques. Donc je parlais de galeries de personnages, je parlais aussi d'investissement de votre culture livresque, qui permet de donner une épaisseur, de donner une profondeur et un vécu au personnage, notamment à l'un d'eux qui s'appelle Naïm, et dont vous dites, ce passage-là est vraiment illustratif de la manière dont vous peignez vos personnages. Heureux qui, comme Rousseau, avait un jour peint le seul portrait qui soit représentatif de l'homme dans toute sa splendeur. Naïm le faisait à sa manière, promptement et sans phare aucun. Naïm disait « Je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge, c'est-à-dire le livre de ses actions. Je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai pensé, ce que je fus. » Et par ces quelques lignes, vous nous peignez déjà ce personnage un peu suffisant, un peu existentialiste, et aussi très directif, hein, puisque d'emblée vous peignez un peu ce conflit de génération, puisque Naïm est l'enseignant du personnage principal, et le courant ne passe pas très bien entre les deux, et à travers ça, c'est toute l'idée de la figure tutélaire qui est remise en question. Justement, toute forme on va dire, de patriarcat, elle est... Et de paternalisme. Et de paternalisme, elle est, on va dire, réfutée peut-être ici. Mais l'enjeu, c'est surtout de faire en sorte que le héros principal fasse son chemin aussi. Il faut qu'il ait aussi cette teneur. Il fallait absolument qu'il puisse répondre aux exigences on va dire, sociale, humaine, politique, économique, de par sa condition, chaque jour. Et Naïm, il est un peu un porteur discursif. C'est comme notre ami poète. Il est là, on le rencontre chaque jour, durant les cours, dans un café, on le voit. Et c'est aussi un porteur mémoriel. Un porteur mémoriel dans la mesure où il a un passif. Il a un vécu, il a une expérience à faire passer. Et le courant ne passe pas là-dessus parfois, car il y a ce refus de l'autre. Bon, peut-être... de sa subjectivité. Voilà, aussi, de ce foisonnement d'idées que le héros refuse. À un moment donné, il fallait absolument que ce discours de la guerre cesse. Et c'est pour cela qu'il fallait passer vers un discours autre, plus humaniste, plus existentialiste, plus, on va dire, intellectuel, dans le sens de faire appel à la mémoire pour écrire autre chose, pour aller au-delà du discursif, voilà, pour passer à l'action, carrément. Alors vous investissez votre culture littéraire, mais aussi votre culture historique dans ce roman, et notamment à travers le personnage d'Edmond Michelet, qui nous permet d'opérer tout un retour sur tout un pan de l'histoire à partir de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la Révolution algérienne. La Révolution, puis l'indépendance. Exactement. Là, Edmond Michelet, il ne renvoie aucunement à l'ex-ministre. Oui. Voilà, aucun rapport. Voilà, mais... C'est même le jour et la nuit. Voilà, mais le choix n'est pas fortuit. Voilà, du patronyme ou du nom et du prénom ne sont pas fortuits, parce que au départ, Edmond Michelet, le personnage du livre,
c'était un cheminot. Il s'est retrouvé dans les camps allemands. Il a fait la guerre aux côtés, voilà, des Français pour justement lutter contre les nazis. Mais de retour en Algérie, il s'est éveillé. Il a la conscience éveillée. Il s'est dit que moi, Français, je suis allé en Allemagne, en Autriche pour justement lutter. Et là, on a un peuple opprimé. C'est moi-même qui suis... parce qu'il y a ce dilemme aussi d'Edmond Michelet, est-ce qu'il est algérien ou est-ce qu'il est français? Il est sur le sol d'une Algérie française et il comprenait déjà, il savait déjà à partir des années 40 qu'elle allait être un jour ou l'autre libre. Et c'est ça l'enjeu d'Edmond Michelet, personnage qui a lutté justement avec la mouvance de gauche à l'époque, c'était le PCF-PCA, pour faire valoir les droits des Algériens, pour faire valoir ses droits à lui, et pour faire comprendre aux autres qu'il était profondément humain, humaniste, et qu'il croyait en cette liberté de l'autre. Donc voilà ce cheminement de ce personnage-là. Et il y croit si bien et tellement qu'il récuse le réformisme tiède du PCA, hein, du Parti communiste algérien. Il s'est insurgé carrément. Lors d'une réunion, il est carrément sorti, il a rejoint le PCA de Constantine. Après, c'était à peu près la même chose. Et il fera la rencontre de notre cher poète et écrivain Malek Haded, que j'ai introduit en tant que personnage dans ce livre. C'était, vous savez, j'ai voulu tenter des choses, j'ai voulu essayer de jouer avec, non pas uniquement les mots, les phrases, le phrasé, le texte, mais aussi avec la création du personnage. Parce que, je ne vous mentirai pas, cher Holston, je me cherche encore. Et tout écrivain, lorsqu'il est dans une lancée comme ça, au début, premier roman, ou toujours d'ailleurs, il est en quête d'autre chose, en quête de découverte, de dépassement. C'est le jeu aussi dont parlait notre cher poète Mahmoud tout à l'heure. Il y a cette jouissance-là. Et pourquoi pas au final? Et pourquoi pas? Et voilà. Donc, Et sans moralisation aucune, hein, vous revenez sur des pans de l'histoire en convoquant justement des personnages hein, et dans une intertextualité, puisque vous faites une sorte de double convocation de Malek Haddad lorsque vous le faites quitter le PCA en 1956 à la suite du vote des pouvoirs spéciaux, voilà. qui est une infamie historique dont le PCF aura du mal ne se relèvera pas du tout, d'ailleurs, voilà. Parce que là il est exsangue. C'est devenu une parodie, mais c'est pas le sujet. Et si c'est pas le sujet, pourquoi je le dis? Parce que ça me fait plaisir. Voilà, il y a ce jeu. Je finis juste cette idée sur la double intersexualité, c'est-à-dire vous citez Malek Haddad, qui lui-même, dans l'élève et la leçon, fait déchirer sa carte du parti par son personnage Omar, si mes souvenirs sont bons. Et c'est ma lecture de l'élève et la leçon qui... Voilà. Donc, vous voyez, quand vous êtes un lecteur modèle, c'est-à-dire à un moment donné, vous suivez les sentiers, mais après vous arrêtez la lecture, vous revenez vers d'autres morceaux que vous coupez. C'est un jeu de presse quelque part. C'est-à-dire vous avez les coupures, vous allez tout rassembler à la fin du livre, avec notamment, bon je ne vais pas spoiler la lecture, mais il y a ces fameuses 7 lettres qui font que on arrive à comprendre... 7 pages. Voilà, 7 lettres, 7 pages, qui arrivent à... le lecteur arrive à comprendre tout l'intérêt de ce livre. Parce que j'aimerais rebondir juste sur un point, parce qu'il a tout à voir avec justement, on va dire, cette intertextualité au niveau des textes et de la création des personnages aussi, le ressenti. Le héros part à la recherche d'un manuscrit qui a été écrit par une dame à l'époque de la Révolution. Bon, cette dame, elle sera assassinée par le colonisateur, mais son œuvre demeure. Elle avait laissé un manuscrit justement où elle avait consigné dedans un peu son parcours, son ressenti, l'histoire de ses enfants, de son mari à elle, sa lutte, parce qu'elle était dans Alger républicain, apprenti journaliste, puis journaliste, et à un moment donné, il fallait créer toute une osmose derrière ce personnage-là, du nom d'Anouche Chabelian. C'est cette femme qui est à l'origine du manuscrit perdu et que le héros va chercher et qu'il trouvera à 500 km d'Alger, à Skikda.
qui est d'ailleurs aussi ma ville natale. Salut les Skikdi. Donc, qu'il trouvera à Skikda, et là on comprend que c'est un roman territorial, même s'il y a aussi des scènes qui se sont déroulées en France, au Canada, un peu partout, mais c'est un roman intimement territorial parce que je crois en une littérature algérienne d'expression française. Je ne suis pas trop addict à ancré dans le territoire, comme notre cher poète faisait tout à l'heure avec le shabi, comme avec le café. D'ailleurs, hier. C'est incompréhensible ailleurs qu'ici. Voilà, donc c'est un roman de langue française, mais il est intimement et infiniment algérien. Donc, voilà. Alors, on va rebondir sur d'autres cordes de votre arc et son roman L'énarque pour le mot de la fin. Je vous appelle docteur depuis tout à l'heure, et justement, votre thèse de doctorat, la dynamique discursive de l'œuvre d'Amin Malouf entre écriture et culture, soutenue à l'université de Betna 2. Voilà. Et de manière générale, on est enchanté de voir que à la fois un universitaire qui travaille sur la littérature et lui-même un producteur, fait hélas relativement rare. Le passage fut très difficile et très délicat parce que passer 4 années à rédiger, à écrire, à faire des recherches, à faire des conférences portant sur la littérature algérienne, française, francophone, universelle aussi, puis j'allais dire un passage à l'acte, c'est-à-dire écrire, c'est deux mondes différents. J'ai une amie tunisienne, auteure, romancière aussi, et interprète, c'est Madame Wafa Rolbel, que je salue. Je lui ai posé la question avant d'écrire, d'entamer l'écriture de l'énarque, et je lui ai dit, voilà, je compte entamer un roman, etc. J'avais fait le tout. Elle me dit, écoute, le passage sera délicat. Ne réfléchis pas en tant que chercheur universitaire. En tant qu'académicien. Voilà, académicien, objectif, problématique, les hypothèses. Non. Essaie d'aller directement vers ton sujet, de te faire plaisir. C'est pour ça que je nomme toujours le roman, la poésie comme une jouissance de l'être. Et c'est là où j'ai peut-être le plus galéré parce qu'il fallait un peu retrouver une spontanéité. Une spontanéité peut-être au-delà de la théorie. Voilà, pas perdue. Je me souviens du jour de ma soutenance, il y avait l'un des jurys d'Annaba, dont j'oublie le nom, et qui me dit votre thèse est problématique et problématisante à la fois. Parce que au niveau, on est en train de lire une thèse de doctorat qui est très littéraire, où on trouve des choses. Bon, c'est. En tout cas. Un enchaînement qui n'est pas logique, c'est rare, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais si je cite par exemple comme ça. Linda Schwitten, elle est universitaire et romancière. Linda Nawel Tebani, la même chose. Oui, Monia Belgechi. Voilà, il y a pas mal d'autrices, d'auteurs aussi qui mettent au profit de la littérature leurs connaissances au préalable à l'université, qu'ils soient mathématiciens, lettrés ou physiciens. Donc, on imagine que ce passage-là n'est pas facile et que dans le moment même où vous parlez de plaisir du texte, vous pensez à Roland Barthes et c'est toute la théorie qui revient. Voilà, cependant, le plaisir du texte est bel et bien présent dans l'énarque du docteur Afif Mouez. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'est à moi de vous remercier. Je suis très enchanté d'être là. C'est ma première en tant que. Et il y en aura d'autres romancier. Merci encore à Mohamed Mahioud et son très très beau recueil Autre débat, et les meilleurs pour la fin. Merci à vous, chers amis, de nous avoir accueillis chez vous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt.